les échanges continuent. Voilà. Les échanges continuent avec la table ronde 8 sur le plurilinguisme comme réalité économique pour l'enseignement supérieur. Comme le premier intervenant, c'est une dame, la première intervenante, passe en vidéo, nous allons intervertir l'ordre de passage et je donne la parole directement à Noël Azara pour sa présentation. Merci. Vous avez la parole. Merci. Vous m'entendez? Oui? Non? Ok, merci. Voilà, je suis Noël Azara, je suis formateur FLE depuis de nombreuses années, formateur en FLE et en alphabétisation, entre guillemets, ou entrée en littératie, comme vous voulez. Et je suis également, je mène également un doctorat à l'Université de Saint-Étienne sous la direction de Marine Totosani et Valeria Villa Pérez. Voilà, moi je vais vous parler donc du languaging et des activités métalinguistiques dans les formations d'adultes migrants. Donc le contexte de notre recherche, de ma recherche du moins, sont que nos observations se dérouleront dans le cadre d'une session d'apprentissage à distance dans une structure intitulée l'AFTRAM. C'est une structure de quartier, une association de quartier qui propose donc des formations linguistiques en direction des demandeurs d'asile et des réfugiés essentiellement. Pour la majeure partie, ce sont des adultes, donc les apprenants, mais aussi des mineurs non accompagnés. Alors le public a souvent un répertoire langagier très riche, très riche dans la mesure où ils s'inscrivent très souvent dans des parcours de plurimobilité, par exemple. On pourra dire qu'ils sont passés d'abord par l'Italie avant de venir en France. Par exemple, les personnes sont restées plusieurs années en Italie avant de venir en France ou en Espagne. Voilà, il y a eu, on va dire, une succession de migrations. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a eu une succession d'apprentissages linguistiques très différents. Ce qui fait que le public que nous accueillons est un public à la biographie très riche, mais on peut avoir aussi, ce même public peut être aussi dans une dynamique d'alphabétisation, d'apprentissage de la littératie. Donc on peut être confronté à des apprenants qui parlent 3 ou 4 langues sans en écrire aucune. Donc là est la difficulté pour le formateur. Donc je continue. Pardon. Donc moi-même, je suis doctorant au sein de l'université Jean Monnet. Donc comme je vous disais, mon travail porte sur le languaging et les réflexions métalinguistiques dans ces mêmes formations. Et notre problématique est comment proposer une approche plurilingue dans les cours, justement, une approche, je dirais bien plurilingue, comment prendre en compte le répertoire plurilingue des apprenants, parce que bon, on parle souvent de répertoire plurilingue, de compétences plurilingues, mais comment justement en tirer parti, comment utiliser ce répertoire plurilingue dans la formation, dans l'apprentissage de la nouvelle langue cible. Parce que bon, une fois qu'on a dit ça, il faut voir comment on va pouvoir connecter en tant que formateur, hein, on se place là sur le plan didactique. On va essayer de savoir comment connecter toutes ces langues, comment proposer quelque chose qui soit vraiment plurilingue. Et non pas dire, bon, ok, vous avez une biographie langagière plurilingue, c'est très bien, c'est valorisant, ok, mais il va falloir continuer aussi à valoriser ça tout au long de l'apprentissage. Alors notre hypothèse serait que solliciter le répertoire plurilingue de l'apprenant à travers le languaging et les réflexions métalinguistiques, combinées à une approche particulière, permettrait justement de sortir d'une vision très monolingue de l'apprentissage de la langue cible. Parce que bien souvent,
on demande aux apprenants de laisser à l'entrée de la classe de laisser son répertoire langagier, mais malgré tout, il est riche de ce répertoire, donc pourquoi ne pas l'exploiter? Donc il faut, dans un premier temps, essayer de voir comment on peut exploiter cette richesse. Et ensuite, de cette façon, justement, on pourrait tendre vers une approche qui serait plus universelle, mais attention, je mets des guillemets, universelle, tout en préservant une certaine singularité. Alors, pour notre cadre théorique, nous nous appuierons sur les réflexions, notamment sur les réflexions concernant les compétences de médiation et les compétences plurilingues, telles que décrites par Picardo, et le languaging, tel que décrit aussi par Swain et Watanabe, pour ce qui est languaging, justement. Ensuite, pour ce qui est répertoire plurilingue et réflexion métalinguistique, nous nous appuyons sur les travaux de Yesner, justement. Et pour tout ce qui est multicompétences et voir un petit peu comment les langues sont organisées en réseau, nous nous inspirons des travaux de Cook, Vivian Cook. Ensuite, pour nos applications de classe, là, nous essayons d'avoir un œil un peu moins théorique et plus didactique en travaillant avec les recommandations de Sénoz et Gorter. Et pour ce qui est de l'organisation du répertoire plurilingue, nous nous inscrivons dans le courant, je dirais, qui est celui de Cook, Mondada et Larsen Freeman. Pour nos applications didactiques, bien sûr, nous nous inscrivons aussi dans la philosophie du CECR, je dis bien dans la philosophie, et sur les préconisations de Picardo concernant notamment la compétence de médiation. Pourquoi j'insiste sur cette compétence de médiation? Parce que justement, c'est elle qui va faire émerger ces répertoires plurilingues. C'est la compétence de médiation, la médiation du sens, puisque le languaging, justement, c'est co-construire du sens. Donc, co-construire du sens, ça veut dire qu'à un moment donné, il doit y avoir médiation. Voilà. Je sais pas. Donc, ensuite, pour nos applications de classe, nous allons utiliser bien sûr des outils plus on va dire, plus théoriques et descriptifs, on va dire, comme la grammaire méthodique du français de Rigel, Pella et Rioul, la grammaire du sens de l'expression de Charodot, mais nous allons surtout nous appuyer sur la grammaire de Gustave Guillaume, parce que justement nous estimons qu'il faut s'extraire un petit peu d'une vision par trop monolingue et prendre peut-être entre guillemets un peu de hauteur. Et justement les théories sur l'article, sur les temps, les verbes de Gustave Guillaume nous semblent intéressantes de ce côté-là, notamment lorsque nous avons affaire à des apprenants russophones par exemple, des apprenants aussi venant d'Arménie, d'Ukraine ou alors de Géorgie, qui ont une autre approche, une autre vision de la grammaire, et donc il est intéressant. Le but est justement aussi que l'enseignant, le formateur, sorte de sa zone de confort, aille vers les autres langues et parte de ce qu'est l'apprenant, de ce que connaît l'apprenant, d'une base. Il faut aller chercher quelque chose qui est familier à l'apprenant pour ensuite l'amener vers la langue cible et non pas le contraire, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de lui dire, d'expliquer pendant 10 fois quelque chose et lui dire est-ce que tu as compris? Non, il va vous dire je n'ai pas compris. À ce moment-là, il faut chercher à partir d'où. Il faut revenir, il faut rembobiner pour voir à partir de quel moment il comprend. Pour ça, il faut que j'aille sur son terrain. Je dois aller sur son terrain, sur sa grammaire, sur sa langue, même si je ne la connais pas. C'est peut-être c'est peut-être une source d'inconfort pour moi, mais malgré tout, c'est mon job, entre guillemets, quoi. Je veux dire, je dois aller là. Alors, pardon.
Donc la méthodologie sera une approche qualitative, empirico-inductive, inspirée de nos observations de terrain, de nos premières observations de terrain. Ce ne sera pas une observation longitudinale. Cette observation est faite justement dans le cadre de ma recherche du doctorat, mais c'est une observation, au contraire, qui est faite sur un instant de classe. Un instant de classe qui dure 3 heures, dans un cours de formation à distance, avec les outils classiques de formation, qui sont la visioconférence, les diapositives et le tableau blanc classique. Donc nous avons un petit groupe d'adultes, nous avons pris un petit groupe d'adultes, 4 adultes donc, plus le formateur. Alors les profils sont très différents, très divers donc. Alors nous avons, ces 4 apprenants sont d'origine, une argentine, géorgienne, albanaise et afghane. Et vous voyez que j'ai oublié des langues aussi hein, dans le descriptif, mais vous voyez qu'il y a tout un tas de langues qui sont vraiment très diverses. Bon, nous avons du géorgien, du russe, de l'albanais, de l'allemand, du hindi, nous avons du farsi, excusez-moi, du ourdou, du pachtou. Donc nous avons pas mal de langues. Et il est possible, là ce n'est qu'un échantillon, mais il est possible que dans nos groupes, justement, nous ayons une quinzaine d'apprenants, et sur ces 15 apprenants, il y ait facilement 12 langues différentes présentes dans la classe. Donc nous commencerons par une description lexicale, le recueil de données, hein, l'observation de terrain commencera par une description lexicale et l'articulation surtout des temps du passé, et notamment la notion de l'aspect, qui nous semble très important pour décrire, parce que j'ai remarqué quand même que souvent il y avait des difficultés à articuler les temps du passé, justement pour les apprenants. Pour les apprenants, quand est-ce que j'utilise l'imparfait, le passé composé, puisque parfait c'est très bien. Bon, toutes les méthodes le présentent d'une façon ou d'une autre, mais il va falloir peut-être passer par autre chose. On s'inspire aussi des travaux de Benveniste là-dessus, notamment pour tout ce qui est discours et récit, justement cette dichotomie. Nous allons travailler sur un texte intitulé Distraction de Joe, tiré d'un manuel, justement, d'un manuel de Fleu. La première partie, alors, j'ai donné volontairement un exemple qui était dans cette région, il y a peu de pays respectant strictement les droits de l'homme. N'y voyez aucune allusion à une actualité quelconque. Là, c'est totalement décontextualisé. Ça se passe sur la planète Mars. Donc, il a été demandé aux apprenants de traduire dans leur propre langue cette phrase. Alors, dans leur propre langue, attention, dans leur langue à eux, pas la langue normée, on va dire. J'attends pas d'eux une traduction académique. Donc, nous voyons là que la personne qui est argentine, elle a, comment on pourrait dire, a traduit ça à sa façon, peut-être pas forcément en respectant un espagnol très académique, mais moi je dois partir de la grammaire de l'apprenant. Je ne dois pas partir de la grammaire normée d'une langue bien particulière. Pourquoi ? Parce que justement les personnes qui sont dans des parcours d'alphabétisation n'ont pas forcément une grammaire très élaborée. Ils ont leur propre grammaire, mais qui ne correspond pas forcément à la grammaire qui est décrite dans les manuels, dans les ouvrages classiques, on va dire. Donc, chacun a traduit dans sa langue. Moi, ce qui m'intéressait de voir, c'était ce participe présent, comment il allait être traduit dans les autres langues, et voir un petit peu s'il était possible de dresser des ponts, de voir, parce que le but est de dresser des ponts, de tisser un petit peu, d'intégrer cette nouvelle langue dans la toile du répertoire plurilingue déjà là. Et donc ça a été traduit dans plusieurs langues, hein, en albanais, en géorgien. Le farsi, je l'ai pas mis sur le PowerPoint, là, sur la diapositive. Mais ce qui est intéressant de voir là,
c'est que lorsque ça a été traduit en espagnol, spontanément, l'élève géorgienne, l'apprenante géorgienne, a dit « ça ressemble trop au français ». Et ce qui est bizarre, ce qui est particulier, c'est que sa première langue, c'est le géorgien. Et son autre langue, dans son répertoire, elle a le russe. Mais sa première langue n'est pas forcément une langue latine. Et malgré tout, elle a mis en place des stratégies d'intercompréhension. Elle a mis en place elle a sollicité justement tous ces répertoires. Elle nous a parlé, d'ailleurs, elle nous avait déjà parlé dans un premier temps du fait qu'elle avait rencontré des italophones et qu'elle avait remarqué cette parenté justement entre les langues. Et justement, le but est de les faire travailler sur ces traductions, mais aussi sur les réflexions. Alors, dans un deuxième temps, nous avons travaillé sur les temps du passé, et j'ai posé la question de savoir s'il existait autant de temps du passé dans les autres langues, finalement. On me dit, waouh, mais il y a trop de temps à apprendre, il y a trop de ceci, trop de cela. Et alors, comment ça se passe dans votre langue? Alors chacun me donne des exemples, chacun dit, voilà, chez moi ça s'organise comme ça, et oui, il y a autant de temps du passé dans la langue espagnole. Et à un moment donné, l'apprenante géorgienne dit, chez nous c'est beaucoup plus simple, il n'y a que 3 temps, le passé, présent, futur. Ah ok, j'ai dit, bon, mais ça existe aussi dans d'autres langues. J'ai dit, par exemple, certaines langues sémitiques, comme l'hébreu, ont 3 temps, passé, présent, futur. Donc, comment est-ce que tu vas rendre, je lui ai dit, l'épaisseur d'un événement, l'épaisseur d'une narration dans le passé ou dans le futur? Elle me dit, je mets des petits mots avant et après. Et là, à ce moment-là, nous avons l'apprenante iranienne qui dit, spontanément, hein, elle dit, il y a sûrement des adverbes devant ou derrière qui viennent dire que c'est avant ou après. Donc on voit là qu'il y a vraiment une réflexion en profondeur justement sur la structure de la langue. Pas forcément la structure de la langue cible à apprendre, mais une réflexion aussi sur la structure des langues. Et donc il ne s'agit pas de faire des linguistes non plus, mais il s'agit de réfléchir sur comment est construite la langue. Et là c'est vraiment... c'est merveilleux, je dirais. Il faut conclure. Ah, désolé. Oh, j'en avais encore beaucoup à dire. Excusez-moi. Donc, notre recherche montre qu'il serait possible de proposer non seulement une approche plurilingue tenant compte de la totalité du répertoire langagier des apprenants, mais également de proposer des activités métalinguistiques pertinentes, donc s'appuyant sur ces mêmes ressources et compétences. Cette approche pourrait mettre en œuvre la compétence de médiation, notamment, pour proposer surtout une approche plurilingue, et je dirais une didactique plurilingue, ce qui est différent d'une didactique du plurilinguisme. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci, M. Azara. Excusez-moi, je voulais juste ajouter un petit truc concernant la traduction automatique. Là, on a parlé depuis hier, on parle de traduction automatique. J'ai un apprenant sociologue à qui j'ai demandé des productions écrites, mais qui est très volubile, on va dire, qui aime bien s'exprimer, qui aime bien parler. Je lui ai demandé des productions écrites et il m'a dit, écoute Noël, là j'y arrive pas, en français ça me bloque parce que j'ai pas tout le vocabulaire nécessaire pour exprimer ma pensée. Bon, il voulait parler de Bourdieu, il voulait parler de tout un tas de trucs comme... Et je lui ai dit, écoute, tu passes par un traducteur automatique au départ pour libérer l'écrit, pour libérer la parole, et petit à petit, on va essayer de s'en passer, on va essayer de se sevrer, entre guillemets, mais on pourrait aussi penser le traducteur automatique comme un outil, justement, d'apprentissage. Merci, M. Azara. Merci. Nous allons, sans plus tarder, passer à la présentation de Nicoletta Armentano en vidéo. Je dois
c'est bon. Ça y est, ça vient. On entend pas, non? Mais on l'entend pas. Il n'y a pas de son. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Fabien Bastani, en représentation de l'Université de Lausanne. Je suis ravie de participer à cette séance d'acide. Tout d'abord, permettez-moi un mot de remerciement pour les organisateurs et toute l'équipe qui a contribué à cette rencontre. Et je m'excuse pour ne pas avoir pu participer à la présente. Je commence par partager mon écran. C'est assez technique à la communication car le temps passe et la réponse. Donc, pour ce qui est de ma présentation, je vais aujourd'hui de la relation avec
sélection qui regroupait à peu près 51 questions et qui voulait mesurer les besoins linguistiques des entreprises de la région. Il a été administré à un champion significatif d'entreprises, qui sont des entreprises, à l'aide d'un besoin de dédié. Donc, les résultats de cette enquête ont fourni un diagnostic qui a permis d'identifier les besoins précis, notamment en termes de politique linguistique et d'organisation professionnelle, d'investissement des entreprises dans la formation linguistique et des travailleurs, et d'incidence sur compétences linguistiques dans les stratégies d'embauche. La phase finale a donc été la conception d'une formation linguistique ad hoc en linguistique plurilingue, axée sur les besoins que avait pu détecter grâce à l'aide du questionnaire, et donc qui portait spécialement sur les besoins de type les terminologies communicatives. Pour vous donner quelques détails sur la formation a eu déjà 3 éditions. Une première édition pilote, et comme je vous disais, on a pu profiter des infrastructures et des ressources du projet Manacure qui était déjà disons, financé par l'Université de Vérone. Et après, il y a eu 2 autres éditions, une deuxième et une troisième, qui font à présent partie de l'offre formative de l'université. Donc l'objectif, comme je le disais, est plurilingue. Donc il s'agit d'un cours qui était dispensé en 3 langues, anglais, français, allemand et espagnol. On attend de poursuivre pour l'année prochaine la disponibilité d'autres langues pour augmenter la portée plurilingue de ce cours. Et l'instrument de cette formation était le plurilinguisme, donc, comme je l'ai dit, et le format hybride. Donc la formation s'articulait en permanence, synchrone sur Zoom et asynchrone sur une plateforme qu'on utilise à l'université. Et il s'agissait d'une formation sur mesure et à la carte. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment aller à l'encontre des besoins des travailleurs, même en créant des activités que après les travailleurs sélectionnent en fonction de leurs envies, de leurs besoins, de leurs nécessités. En fonction aussi de ce qu'ils ressentaient comme nécessaire pour s'améliorer sur le poste de travail. Donc, après ce petit aperçu de la formation, je reviens au questionnaire qui nous a permis d'établir cette formation. Et je vous présente quelques constats. Je ne vais pas entrer dans le détail des pourcentages, parce que comme je vous disais, il s'agit d'une étude quantitative, on est encore en train de définir les données, mais je vais vous
des avantages, des avantages et des bénéfices du métier. On outre permettez-moi de dire aussi qu'il existe un préjugé contre le travailleur étranger considéré comme incapable d'utiliser son répertoire linguistique parce qu'il maîtrise peut-être mal la langue du pays dans lequel il se trouve à travailler. Qu'est-ce que j'en tire en conclusion s'il nous faut penser au rôle de l'université à l'effort de cette dichotomie et de ce hiatus? Donc, d'une part, les travailleurs plurilingues et d'autre part, là, les entreprises qui s'obstinent à être monolingues. Qu'est-ce que je peux partager avec vous comme ressenti? Je me sens de vous dire qu'il faudrait créer, et c'est ce qu'on a essayé de faire à l'Université de Lausanne, créer une prise de conscience et donc de conscientiser sur l'importance de la maîtrise des langues étrangères dans les affaires. Par exemple, lors d'un événement d'ouverture du projet Itinéraire, on a vraiment voulu rencontrer premièrement la société civile et la presse pour justement aller vers cette réflexion de prise de conscience. On a même essayé d'encourager les entreprises à mettre à l'œuvre des politiques linguistiques et pratiques afin de trouver des solutions pratiques et structurées et fonctionnelles à leurs besoins de communication. On a invité les entreprises à surveiller constamment leurs besoins en termes de compétences linguistiques et à adopter des politiques linguistiques explicites plutôt que de bricoler. On a même voulu mettre l'accent sur la nécessité d'innover le processus d'embauche. Il faudrait aussi renforcer le plus possible l'apprentissage tout au long de la vie, et avec notre projet, on a voulu vraiment le faire. Premièrement, en organisant une formation gratuite, et après, vraiment en vigilant à ce que les prix et les coûts étaient très bas, très importants. On a voulu même offrir une forme de suivi, c'est-à-dire que même après la formation, les travailleurs pourraient bénéficier de notre support, du support des équipes de langue, pour éventuellement continuer à progresser, s'améliorer et parfaire leurs compétences langagières. Donc, on était à disposition s'il y avait des soucis par rapport à des questions que les travailleurs n'arrivaient pas à résoudre avec leurs propres moyens linguistiques. On a voulu même, et on y croit vraiment, en fait, de faire des partenariats avec la ville et les associations qui ont des liens très étroits avec le réseau productif local. Dans notre cas, a été l'étroite collaboration que nous avons établie avec la branche vernaise de Confindustria. Il s'agit de la Fédération des employeurs italiens. C'est une organisation qui regroupe les entreprises italiennes. Et pour ce qui est de la région de Vérone, elle est arrivée à fédérer à peu près 2000 entreprises, dont le 75% sont des petites et moyennes entreprises, avec plus de 60 000 travailleurs. Au niveau national, si je peux me permettre quelques chiffres, il s'agit de près de 15 000 entreprises qui font aujourd'hui partie du Confindustria. Dans cette même direction, on a voulu miser sur la complémentarité des projets qui avaient la même finalité. Donc, par exemple, il y a un autre projet dans lequel c'était déjà un équipe Confindustria qui visait éviter la présence à l'étranger des entreprises opérant à Vérone et dans ses environs. On a essayé de faire le lien entre nos deux projets. Et après, on a voulu même insister sur l'importance pour les entreprises d'investir dans l'internationalisation, même en soignant mieux les sites web, qui doivent ne pas être pluriels, en s'appuyant sur des formations professionnelles et sur la retraite. Tout ça pour vous dire que l'expérience que j'en tire depuis 2 ans de projet, et je vais essayer de la résumer en ces quelques lignes. Il s'agit pour la première fois à Vérone et en Italie d'une étude académique qui analyse d'un point de vue linguistique l'internationalisation des entreprises dans notre région. L'originalité de notre projet et, si je peux me permettre, le fait qu'il ne s'agit pas d'une analyse politique du phénomène, mais on a voulu fournir des outils concrets pour répondre à des besoins concrets des entreprises en matière de connaissances linguistiques
Merci, Madame Nicoletta. Nous n'allons pas interagir avec vous, mais plutôt, on va essayer de prendre une ou deux questions pour M. Azara. Des questions pour M. Azara. Christian, le micro. Oui, pardon. Ok, bah, j'essaie de faire très vite du coup. La première question que je me posais, et c'est pas une obsession, c'était effectivement si vous faisiez des biographies langagières avec les apprenants dont vous avez parlé. Et j'avais une question très factuelle. Je voulais savoir si dans un tableau que vous avez présenté au début, il y a une personne de nationalité afghane qui a comme langue le persan, et je me demandais si c'était bien effectivement le terme, enfin persan ou farsi, le terme qu'il avait utilisé et non pas le dari. Merci. Merci. Alors, la personne est afghane, mais comme tout à l'heure j'ai parlé de plurimobilité. Donc c'est une personne qui parle, je crois qu'il parle pachtou, et étant enfant, elle a émigré en Iran, et elle a passé l'essentiel de son adolescence en Iran, avant de migrer ensuite en Europe. Donc ça répond à la question. Ensuite, pour les biographies langagières, oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que je travaille avec des demandeurs d'asile qui ne sont pas toujours dans des situations administratives très régulières, on va dire, entre guillemets. Et donc j'évite... Bon, ces personnes-là ont déjà une biographie, ont parfois eu un parcours assez douloureux avant, au préalable, et ensuite ne sont pas forcément dans une situation très confortable. J'interviens au sein de la communauté d'Emmaüs, par exemple, où il y a beaucoup de personnes qui dorment au 115, donc qui sont pas... La biographie langagière, ça va bien, mais dans un certain cadre, quoi. Faut pas, je dirais... il faut gagner la confiance, quoi. C'est quelque chose de très très long à... Je veux dire, il faut plusieurs mois, je veux dire, avant de pouvoir, justement... éventuellement, parce qu'il y a la biographie langagière, mais la biographie langagière s'inscrit dans le portfolio, donc il y a aussi tout le parcours d'apprentissage, enfin il n'y a pas que la langue dans la biolangagière. Voilà. Merci pour votre présentation. Donc moi j'aurais deux questions, elles sont très courtes. D'une part, si vous avez remarqué il peut y avoir des rapports douloureux à certaines langues qui du coup compromettent la mobilisation de ces capitales engagées. Et d'autre part, pour faire du positif et du négatif, si vous avez remarqué, parce que ce sont des femmes beaucoup, oui. Voilà, si le fait d'aborder cette approche plurilingue, en quelque sorte, elles se sentent valorisées et ça compense leur situation qui est quand même difficile, vulnérable, voilà. Alors pour répondre à la première question, j'ai déjà eu des apprenants. J'ai eu une apprenante qui venait, je crois, du Nigeria, qui est passée en Italie et qui avait eu des expériences assez douloureuses en Italie, qui connaissait l'italien mais qui ne voulait pas l'utiliser, par exemple. Ça c'est possible, hein, je veux dire, voilà, le monde des langues, c'est pas toujours le monde de tout le monde s'aime, hein, je veux dire, parfois, je veux dire, dans les salles de cours, quand vous avez des Ukrainiens et des Russes, vous avez des Turcs et des Arméniens, des Sahraouis et des Marocains, je veux dire, c'est pas toujours le calme plat. Ensuite, concernant... alors, ce qui est curieux, j'ai remarqué, c'est que ces femmes dont on parlait n'ont pas été scolarisées, ne savent pas tenir un stylo. En revanche, elles savent envoyer des SMS. C'est ça qui est curieux. Donc, ça vaudrait le coup d'étudier le langage SMS. Mais
Oui, il y a une sorte de... Ben, disons que l'écriture, quelque part, l'apprentissage de l'écriture, c'est aussi une forme d'autonomie. Et donc, automatiquement, il y a une valorisation. C'est obligatoire, quoi. Je veux dire, pourquoi? Parce que ben, les apprentissages s'ancrent dans une réalité. Hein. On reste sur le... Même si le CECR n'est pas très adapté à ce type de profil, je veux dire, on reste quand même dans la philosophie du CECR. Et donc, l'apprenante, dans ce cas-là, est un acteur social et tous les apprentissages sont valorisants pour elle. Au niveau de l'écrit, quoi, je parle. Voilà. Merci à notre collègue en ligne. Merci, M. Azara. Merci à vous. Et bon appétit à tous.